Tout est parti vraiment de là. La crise même dans le siècle de Douenza est partie de l'attaque des Dogons contre le peuple Assari qui a fait une trentaine de morts en mai 2012. Et à la suite de ça, les peuples de Sari se sont réfugiés au Burkina, à Boni. Et ce qui a poussé le peuple de Douenza du Haïré de s'armer aussi pour faire face à l'insécurité et à d'éventuelles attaques venant d'autres communautés. Mon informateur principal qui est Amadou, qui était mon logeur pendant mes recherches, j'avais fait de longues interviews avec lui pour comprendre sa vie, sa biographie, son récit. nelle jam on min pilote illa jon ha ɗo min donki sa a ronkile fu dañan no gaɗɗa sabu miɗen goodi andaɓe kulat sabu minen min pinano e dow jam tan min pini Leur localité, leur zone a été occupée par le mouvement MNLA à partir d'avril 2012. Et donc ils se sont trouvés sous le règne, sous la gouvernance des rebelles Touaregs. Et c'est ce qui les a poussés à chercher à s'armer pour pouvoir se défendre d'un côté contre les attaques des Touaregs, contre les vols de bétail, et de l'autre côté aussi contre d'éventuelles attaques venant de leurs voisins Dogons. On ne peut pas utiliser une ethnie contre d'autres. Parce que si ils ont armé les Touaregs et les Arabes, c'est aller tuer les Songais, les Sorais et les Peuls. Okay. Donc l'État n'a qu'à chercher ça. L'État, ce que l'État doit faire, il n'a qu'à prendre tous les combattants, les cantonner, tout ce qui peut aller à l'armée n'a qu'à aller à l'armée. Donc aussi, ils ne voulaient pas le faire sur le dos du gouvernement. Ils ont envoyé des émissaires à Bamako, voir le ministère de la Défense pour l'informer et pour demander même son soutien pour avoir une sorte de milice PEL dans cette zone. Et ce qui n'a pas marché parce que c'était aussi après un coup d'État au niveau du Mali, il y avait un gouvernement de transition et le gouvernement n'avait pas le contrôle de cette zone-là, avait peur aussi d'accepter qu'un groupe s'arme ou qu'une ethnie s'arme et après peut-être utiliser ces armes-là contre lui-même. Et finalement, ils ont été obligés d'aller voir du côté des djihadistes, donc le Moujao, pour avoir un pacte avec les Moujao. Ce pacte, c'était on accepte d'acheter des armes et on identifie des braves valides, des jeunes, pour vous les envoyer, pour qu'ils vous les forment. Après, ils reviennent pour faire de l'autoprotection, donc protéger les populations, la communauté et aussi leurs biens. Donc ça, c'était le deal. Ceux qui pratiquent l'islam sunnite, l'islam traditionnel ou l'islam soufi, ils ont été influencés par les prêches de ces leaders djihadistes, dont Amadou Koufa au centre du Mali, qui ne fait pas une semaine maintenant sans faire un enregistrement audio. Et ces enregistrements circulent dans les téléphones des gens, sur les cartes mémoire, et c'est très bien écouté. Et il fait des enregistrements mixtes en quelque sorte, parce que son prêche n'est pas basé seulement sur le religieux, sur les référents religieux, mais aussi il utilise souvent des référents sociaux, des référents politiques, parce qu'il fait le prêche sur la réalité des gens, sur par exemple les problèmes de gouvernance, sur les problèmes de partage des ressources naturelles, et il donne des exemples
concret en disant avec la gouvernance des djihadistes, vous avez pu, même si ça n'a pas duré, observer des changements. L'équité, l'égalité, la bonne gouvernance, le partage équitable des ressources, etc. laamu wallimi waɗi komin jiɗi so wallay min ha nangi mille min jottiraka jawdi sabu neɗɗo haɓanoto hoorem so nanngama sabu ɗum wadde so laamu nangi neɗɗo fu itta jawdi mo waɗta wona fa bilto lelle ko nangi ma o fiyatele andu a fiya. Par exemple, Amadou, je sais qu'il a été radicalisé parce qu'il a beaucoup écouté ses prêches. Et finalement, moi, j'étais un peu perdu parce que quand entre 2015 et 2016, il me tenait vraiment un discours que je ne comprenais pas et il croyait vraiment au pouvoir de ces djihadistes parce qu'il me disait que c'était fini. L'État malien ne pouvait plus recouvrer cette zone. Et d'ailleurs, son fils qui avait rejoint le mouvement en 2012 et qui était en Algérie, après a rejoint le mouvement djihadiste et s'est trouvé en première ligne de combat. Et ils ont eu à faire beaucoup de combats contre l'armée malienne. Ils ont attaqué les positions de l'armée malienne. Et la dernière fois qu'il était dans une opération d'attaque contre l'armée malienne, c'était il y a 3 à 4 mois. Et à la suite de ça, il a été arrêté par Barkhane et il se trouve actuellement en prison. so haalanayima ɗo yahata fuuta aji am dawa min coori ko gure ɗe ka ɗumen kolli hono ɓiya ummo tan ummo dilla tan to a annda fu to yihi jemma na e ñalowma min mbi'i so ɓiya ummake fa yaha kooliɗa ɗum e a hoolaki ɗum fu. On rêve beaucoup parce que dans les prêches on promet le paradis, on promet les changements, alors que c'est des gens qui ont vécu leur situation de contrainte pendant des années. Durant, ils n'ont pas vu de changement et malgré que la situation politique change, malgré que l'État change, et ils ont toujours les mêmes modes de gouvernance, ils ont toujours les mêmes acteurs, les mêmes personnes qui les gouvernent, donc ils aspirent aussi au changement. Et je pense que c'est ce qui les a même poussés à rejoindre ces mouvements, à tenter avec ces mouvements quelque chose pour peut-être avoir un autre type de gouvernance, un autre type d'économie. Donc, parce que tout être humain, à mon avis, aspire au progrès, au changement. Et moi, je mets leur radicalisation un peu sous cet angle-là. Donc l'objectif principal qui les a motivés à créer cette association, c'est d'abord ils ont passé par une procédure en cherchant tout le monde à découvrir chacun d'entre eux, à mobiliser tout le monde pour qu'ils se retrouvent autour des valeurs. Parce que les Peuls avaient rejoint le mouvement djihadiste à l'époque pour se protéger. Donc cette association a été initiée par les leaders Peuls, surtout les pasteurs nomades. Donc c'est vraiment une initiative qui est venue du bas et qui était en quelque sorte une sorte de rempart, de contre-voie pour expliquer à la communauté internationale, au gouvernement, que les Peuls qui ont pris les armes, ce ne sont pas des djihadistes, mais c'est des gens qui ont été contraints à prendre des armes et que c'est des gens qui sont prêts à collaborer pour faire la paix. Tous ces problèmes que vous venez d'évoquer, les problèmes de PUR, les problèmes entre vous et les Dogons, c'est des problèmes, c'est en parlant le langage de la vérité, en s'assoant et en dialoguant qu'on peut trouver des problèmes, qu'on peut trouver des solutions à ces problèmes. On ne peut pas trouver des solutions à ces problèmes par la voie des armes. C'est bien, ça marche. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites là-bas et il y a eu un comité qui a été mis en place qui devrait faire le suivi pour la mise en œuvre
propositions ou des actions qui étaient envisagées. Donc, mais après, ils ont été vraiment confrontés à beaucoup d'autres problèmes parce qu'il y a eu des opérations militaires qui ont même arrêté les leaders, le président de l'association qui est le chef du village de Boulkessi et tous les autres leaders en disant qu'ils sont derrière. Il y avait eu des attaques contre l'armée malienne qui sont derrière ces attaques et qu'on les a assimilés à des djihadistes, on les a qualifiés de djihadistes. Donc certains... À un moment, j'étais aussi révolté parce que je voyais que ce qui s'est passé, ce n'était pas vraiment juste. Donc, parce que je suis aussi Peul. Et c'est ça toute la problématique des chercheurs en sciences sociales. Parce que le fait d'être chercheur, normalement, on doit être objectif. On ne doit pas prendre position. Mais on est aussi des humains. Donc, quand on est des humains, des fois, quand on voit une certaine injustice, on est aussi obligé de prendre position. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai vu ce changement-là chez lui. Et aussi, ce changement radical surtout. Le fait que, quelqu'un qui était très pacifique, qui était stable, qui avait des idées pacifiques, qui est devenu radical, qui a pris une position très radicale et qui est devenu djihadiste. Et qui après, maintenant, est en train de peut-être sortir. Mais ce que je n'ai pas développé précédemment, c'est aussi les rapports. Moi, je pense que leurs rapports avec les autres communautés, parce que ils ne mettent pas aujourd'hui leur radicalisation sous le joug idéologique ou islamiste, mais beaucoup plus leur rapport avec les Dogons, leur rapport avec les élites locales, les VHB, les chefs traditionnels. Et par exemple, la dernière fois quand je l'ai eu au téléphone, il me dit aujourd'hui, les passeurs nomades, ils sont très craints. Les gens ont peur d'eux, les gens les respectent. Et ils n'osent pas les regarder comme ça, les fixer le regard. Et ça, il est fier de ça. Parce qu'il pense que c'est à travers leur intégration dans le mouvement djihadiste, c'est à travers le fait qu'ils ont pris les armes, qu'ils ont eu cette notoriété dans leur société. Et c'est une fierté pour lui. Et il pense qu'il a réussi. Et donc ça, moi, je pense aussi que c'est important de le comprendre.